Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de On passe à l'action. Et nous accueillons aujourd'hui un local de l'étape qui ne l'est pas tout à fait, puisque nous accueillons aujourd'hui Antoine Brunge. Bonjour Antoine. Bonjour Fabien. Alors Antoine, tu es expert comptable associé du cabinet Brunge. Si, c'est bien ça. J'ai bien révisé mes fiches avant le meeting. Et tu as une spécificité dans ton cabinet, puisque tu accompagnes au cas particulier les dirigeants d'entreprises et les sociétés néerlandaises qui veulent s'implanter en France et en particulier dans la région. Et d'une manière un petit peu plus générale, tu accompagnes les sociétés étrangères qui ont envie, à un moment donné, de mettre un pied en France. Exactement. Et tout cela est né en fait par le fait je suis néerlandais, donc je suis né aux Pays-Bas. J'ai grandi une partie de ma vie aux Pays-Bas, principalement en France, où j'ai fait mes études. Et suite à mon master, j'ai exercé pendant 8 ans dans un cabinet d'audit et d'expertise aux Pays-Bas, KPMG, à Amsterdam. Et en 2018, il y a 6 ans, notre premier enfant, Sacha, est né et on s'est dit, allez, on retourne en France et je retourne exercer dans le cabinet familial, orienté sur l'international. Pourquoi on s'est orienté sur l'international ? Bien, de manière tout à fait naturelle. On parle le néerlandais, on parle l'anglais et on parle le français. Oui, tu m'as demandé d'ailleurs de faire l'émission en néerlandais. Je t'ai dit que j'étais juste un tout petit peu juste. Voilà. J'avais peur que mon néerlandais soit pas à ton niveau, donc j'ai préféré qu'on reste en français. Mais effectivement, donc tu es néerlandais, donc tu parles néerlandais entre autres. Exactement. Anglais et français. Tout à fait. C'est ce qui fait notre valeur ajoutée et le fait qu'on se différencie aussi des confrères. Parce que voilà, c'est ce que je te disais en arrivant ici au studio. Nos compatriotes néerlandais nous sollicitent principalement parce qu'on connaît la culture et parce qu'on maîtrise la langue néerlandaise. Ah ben c'est clairement un bon point quand on sait que dans toute discussion il y a un émetteur et il y a un récepteur. C'est toujours bien que les deux aient au moins la même langue. Exactement. Sachant que même en ayant la même langue, des fois on se comprend pas. Alors comme tu le sais dans cette émission, puisqu'on en a parlé ensemble, nos auditrices et auditeurs l'écoutent parce qu'ils ont envie d'avoir une meilleure compréhension de leur environnement économique, juridique et fiscal pour faire des bons choix dans leurs investissements, même si je rappelle que cette émission n'est pas un conseil en investissement et qu'il ne s'agit que d'agiter des idées. Alors, qu'est-ce que moi spontanément, ce que j'aurais envie de te poser comme question, c'est comment se porte l'économie néerlandaise aujourd'hui, puisque tu prends son pouls tous les jours. Oui, exactement. Alors, je pense que c'est pas une question facile que tu me poses là, parce que ce serait un peu prétentieux, je trouve, d'y apporter une réponse simple ressenti, et concrète. Si tu préfères, voilà, ton ressenti. Mais l'économie néerlandaise se porte très bien. On le constate. Je le constate également depuis 2018. Suite à mon arrivée au cabinet, on est de plus en plus sollicité par des clients néerlandais, des groupes étrangers qui s'installent en France. L'économie néerlandaise se porte bien. Et depuis, je dirais également l'événement lié au Brexit, on constate que les Néerlandais qui avaient parfois tendance à choisir entre l'Angleterre et la France pour s'implanter, suite au Brexit, pas mal nous disent du coup on a choisi pour la France. D'accord. Pour la qualité de la cuisine, pour la qualité, le oui, ça, ils en sont friands, les Néerlandais, tu les connais, tu les vois débarquer chaque année avec les caravanes sur la route. Non, ils sont très friands de la culture française, la gastronomie. Mais non, principalement parce que je pense que le premier marché pour les Néerlandais quand ils souhaitent développer leur part de marché, c'est l'Allemagne, c'est le partenaire privilégié. En Pays-Bas, on dit que les Allemands produisent et les Néerlandais vendent. Ils ont certaines compétences, je dirais, commerciales de longue date. Après, il y a la Belgique, mais après, c'était surtout l'Angleterre ou la France. Et maintenant, c'est surtout la France. Voilà. Alors justement, quand tu es sollicité par un groupe néerlandais, une PME, une ETI néerlandaise qui veut venir sur le territoire français, qu'est-ce qu'elle vient chercher en France
qu'elle n'aurait pas en Hollande ou dans d'autres pays que tu viens de mentionner? Qu'est-ce qu'elle va chercher? Elle va chercher un marché profond, elle va chercher des salariés, elle va chercher un débouché. Si on essaye d'être précis, qu'est-ce que ça serait du coup, Antoine? Non, je pense que les Néerlandais cherchent à vendre leurs produits dans le monde entier et ils sont très attachés à la rentabilité également. Hein. Donc ils cherchent tout simplement une certaine rentabilité sur le secteur. Et nous, on leur explique qu'il faut faire attention parce qu'en France, il y a un contexte réglementaire qui est quand même assez lourd. Qui est pointu. Pour des professionnels. Voilà, exactement. Mais du coup, on les avertit un peu. On leur dit, voilà, la rentabilité que tu as aux Pays-Bas, en France, ce sera peut-être pas la même. Elle sera peut-être un peu plus faible parce qu'on a une lourdeur administrative. On a un certain nombre de textes qui sont colossaux. Le contexte réglementaire est pesant. Et du coup, on essaye de les avertir un petit peu à ce niveau-là. Mais en général, on leur dit que voilà, s'ils ont un bon produit, un bon service, ils y arriveront toujours. Ok, très bien, toujours positif. Et du coup, imaginons, moi je sois un dirigeant néerlandais à la tête d'un groupe et que je veux me diversifier en France. Donc je veux investir en France. Je sais pas, par exemple, je produis du foin et des nutriments pour les animaux. Imaginons ça, au hasard. Je viens de voir quels vont être, en étant entre guillemets le plus large possible, mais quels vont être les principaux points de vigilance quand je vais venir en France et quels conseils pratiques tu pourrais donner à un client néerlandais qui a un groupe établi à Amsterdam et qui veut se développer aujourd'hui. Ça pourrait d'ailleurs être un groupe qui n'est pas à Amsterdam, hein, puisque tout serait valable. Hein, bien sûr, l'inverse, la réciproque est vraie. Non, je pense que, là, je vais pas te sortir le lapin du chapeau. Hein. Je pense que ce qui est essentiel, selon moi, c'est de prendre son temps déjà, en amont. Réfléchir. Le temps long, très important. Exactement. Et établir un business plan bien ficelé et béton. Ok. Il faut connaître son marché, il faut connaître ses clients, ses fournisseurs, ses zones d'implantation, ses ressources. Et naturellement, il y a aussi la culture et la langue qui sont des grosses barrières à l'entrée. Si on les maîtrise, forcément, on s'enlève de grosses barrières à l'entrée. Mais souvent, c'est pas le cas. Donc ce qu'on leur conseille aussi, c'est de passer par des partenaires locaux, hein, parce que ça existe. En France, on a pas mal de chambres de commerce internationales qui sont présentes dans plus de 80 pays. Hein. Il y en a quand même un certain nombre et qui ont vraiment des contacts en local à donner à tout dirigeant qui souhaite s'exporter pour établir justement ce business plan de manière la plus précise possible et d'appréhender tous les sujets locaux. Donc ne pas hésiter à les solliciter. Il y a des clubs d'affaires aussi. Et puis, peut-être trouver un expert comptable en local qui parle la langue. Ça, c'est aussi un gros atout. D'accord, et si seulement on en connaissait un, je penserais d'ailleurs à le faire intervenir à la radio. Non, ok, très, très clair. Donc la première chose que tu vas dire à un client étranger ou néerlandais qui va venir s'implanter en France, c'est l'accompagner et lui faire prendre un pas de recul pour que ce projet qui, on comprend entre les lignes, est loin d'être anodin et finalement va nécessiter d'être très précis, voire chirurgical. On commence déjà par le bien structurer financièrement, c'est ce sur quoi tu vas l'aider. Oui. Et ensuite, d'un point de vue réseau et environnement, lui donner quelques tips pour qu'il commence à sentir, à renifler l'endroit dans lequel il va mettre les pieds. Bien sûr, exactement. Et nous, en tant qu'experts comptables, on est bien sûr, je dirais, on a des compétences assez étendues dans un certain nombre de domaines, hein, en fiscalité, comptabilité, mais également en matière de social, de juridique. Et tu vois, pour l'anecdote, j'ai un groupe étranger qui avait une filiale française spécialisée dans la vente d'accessoires et de vêtements de moto. Okay. Et eux, on a liquidé la société récemment. Et le dirigeant, je lui dis, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment est-ce que tu réfléchis sur la liquidation de ta filiale en France? Qu'est-ce que tu en tires comme leçon? Et il me dit tout simplement, j'ai eu l'opportunité d'avoir un magasin de vente dans une zone industrielle, dans une zone commerciale dans le nord de la France. Et il me dit, oui, c'était une zone très pluvieuse, où le marché de la moto était pas bon. Et au final, c'est tout simple. Tu vois, c'est des choses comme ça où il a pas pris son temps. Il a vraiment pas pris son temps. Il s'est dit, j'ai un bon produit. Hop, je franchis la frontière et je pense que ça va marcher. Et en fait, lui, il s'est cassé les dents, mais son produit est bon. Donc, je pense qu'il reviendra dans un certain nombre d'années. Mais je pense que maintenant, il se posera les bonnes questions. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on pourrait ouvrir le jeu d'une manière plus générale.
jusqu'ici, c'est vrai qu'avec des taux d'intérêt relativement bas et un contexte économique qui était plutôt favorable, je pense qu'une entreprise pouvait se permettre, si elle était suffisamment solide et un peu de trésorerie, de faire ce qu'a fait ton client. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une opportunité, je tente ma chance, j'y réfléchis sans trop, je perds de l'argent, c'est pas grave. C'est sûr que demain, après-demain, et c'est ce qu'on essaie de faire passer comme message à tous nos auditrices et auditeurs dans cette radio, et notamment les chefs d'entreprise, si demain les taux d'intérêt montent, le niveau de rentabilité d'une affaire, pour qu'elle soit vraiment intéressante, elle va forcément monter et elle nécessitera de prendre son temps, de bien analyser et effectivement d'avoir les différents aspects. Autre question, Antoine, du coup, est-ce que il y a un énorme écart, parce que on voit en France qu'il y a quand même un dispositif qui est très favorable pour tout ce qui est aide aux entrepreneurs. On voit avec les prêts sur l'honneur de BPI, les prêts innovation, les IP Box, toute une série d'éléments qui peuvent favoriser le développement d'une entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, un dirigeant étranger bien accompagné, il peut aller chercher de la trésorerie, il peut aller chercher de l'aide auprès de ces dispositifs-là? Et si oui, comment toi tu vas te positionner par rapport à ça? Quel va être ton rôle? Est-ce que tu vas le conseiller, le mettre en relation avec les acteurs, faire le dossier pour lui? Comment? Voilà 2 questions en une. Alors, souvent, en ce qui concerne les aides, c'est vrai que, comme je t'ai dit, il y a des chambres de commerce qui sont présentes, il y a des clubs d'affaires, donc souvent, ça dépend des entrepreneurs. Il y en a, oui, qui te sollicitent, il y en a d'autres, non, qui préfèrent faire tout eux-mêmes. Je prends l'exemple des Néerlandais, eux, ils pensent vraiment tout pouvoir bien faire eux-mêmes. En fait. Donc souvent, parfois ils nous sollicitent, parfois ils nous sollicitent pas. Mais oui, quand il intervient de l'assistance de la BPI sur des projets, des choses comme ça, l'expert comptable est notamment et naturellement aussi impliqué, parce que la BPI demande une attestation sur les dépenses engagées quand elle prête de l'argent. Moi, si elle prête 100 000 euros pour un projet, elle a envie d'avoir aussi un certain niveau d'assurance sur le fait que les sommes engagées dans le projet l'ont bien été. Donc on est impliqué tant bien que mal. Mais oui, on peut être sollicité également par nos clients, oui, à ce niveau-là, pour les accompagner, pour des prévisionnels, des choses comme ça, prendre contact avec les banques justement. Faire le lien avec les partenaires locaux, parce que forcément on ne maîtrise pas forcément la langue française et c'est pour une grosse barrière à l'entrée. D'accord, très clair. Et aujourd'hui, dans ta clientèle, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité particuliers? Comment se répartissent un petit peu les problématiques auxquelles tu fais face? C'est plutôt des secteurs dans l'alimentaire, dans l'industrie. Et comment justement ce portefeuille vit? C'est les clients qui te sollicitent? Alors, au cabinet, nous, on s'est pas vraiment spécialisé sur un secteur ou sur une activité en particulier. On est plutôt dans l'optique d'aider tous les compatriotes néerlandais qui interviennent sur le territoire français. Ensuite, par rapport aux problématiques rencontrées, je dirais que souvent, quand on s'exporte, il y a des nouveaux enjeux qui interviennent en matière de fiscalité, notamment impôt sur les sociétés. Il y a des notions comme les prix de transfert qui interviennent, qui sont par exemple des notions qu'on maîtrise pas forcément sur des marchés 100% français ou 100% dans le pays en question. Des problématiques en matière de TVA, est-ce qu'on facture avec ou sans TVA? Donc il y a des nouvelles problématiques liées à une nouvelle réglementation en fait qui entre en jeu. Et nous on essaye de les accompagner, de les éclairer à ce niveau-là. Voilà, la chose qui est très importante, je trouve, j'en profite, tu me laisses la parole pour aborder ce point. On est là pour parler de toi. Dans le contexte, dans le contexte du business plan, il y a quelque chose qui est très important, c'est comment est-ce qu'on va s'implanter à l'étranger, via une filiale ou via un établissement stable. Un établissement stable qu'on pourrait caractériser comme une installation fixe d'affaires ayant sa propre activité. Et souvent ça c'est un vrai enjeu parce que. Alors est-ce que tu peux juste pour les auditeurs et auditrices, parce que c'est assez clair pour moi, mais quelle est la différence entre filialiser une société et un établissement stable d'un point de vue juridique? J'allais y venir. Donc une filiale a sa propre autonomie juridique. Elle a sa propre. C'est une personne morale. On crée une société. Et un établissement stable, c'est, je dirais, une dépendance à l'étranger d'une maison mère qui est implantée déjà dans un pays à l'étranger. Il faut savoir que quand on crée du coup une filiale, une entité, eh bien, ça permet quand même de sécuriser beaucoup de transactions
entre les sociétés du groupe, mais également avec les tiers. On peut mettre en place des contrats. Dans le cas d'un établissement stable, une installation fixe d'affaires à l'étranger ayant sa propre activité économique, tu peux pas mettre en place de contrat parce que tu peux pas mettre en place un contrat avec toi-même. Tu peux pas te facturer toi-même. Et donc souvent, les étrangers démarrent rapidement en France avec un établissement stable. Ils y installent quelques commerciaux qui commencent à vendre sur le territoire, qui commencent à négocier des contrats, à générer du chiffre d'affaires. Et les étrangers se retrouvent du coup rapidement dans une situation où ils ont déjà un établissement stable en France, sans forcément le savoir. Et ça peut être très problématique. Donc, ce que je voulais revenir au tout début, c'est la notion d'établissement stable versus filiale. Parce que c'est vraiment un vrai enjeu. En cours de route, tu peux avoir envie de créer une filiale. Il y a des sociétés françaises qui veulent faire du business qu'avec des sociétés françaises. Donc la question au début, c'est est-ce qu'on va faire une filiale ou une succursale à un établissement stable? La question ne se pose même pas parce que le client, il va pas traiter avec toi si tu n'as pas une entité française. Le fait aussi d'avoir une filiale peut avoir un avantage parce que les salariés français peuvent être réticents au fait d'être salariés d'une entreprise étrangère. Exact. Donc il y a beaucoup de choses à notamment prendre en considération. Notamment pour le droit du code du travail. Voilà, le droit du travail. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération quand on décide de s'implanter à l'étranger. Ça vaut pour un étranger qui vient en France, mais ça vaut aussi pour un Français qui va s'implanter à l'étranger. C'est exactement la même chose. Exactement. Hein? Donc c'est vraiment très important de prendre ça en considération. Et ça, ce sont des sujets qu'on va approfondir, revenir ensemble dessus après la pause, puisque je te propose, Antoine, si tu le veux bien, que nous prenions quelques instants de pause avec une pause musicale. Allez, plaisir. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Allez, de retour sur Radio Grand Lac après une petite pause. Nous sommes toujours avec Antoine Brunsch, expert comptable associé du cabinet Brunsch. Et nous sommes toujours en train de parler de ces groupes néerlandais qui ont besoin de conseils, Antoine, pour s'implanter dans cette belle région. Et sans faire de jeu de mots, il ne faudrait pas que ces groupes mettent la charrue avant les bœufs. Oui, c'est ça. Donc tu nous as parlé d'un point très important qui d'ailleurs pourrait, on le verra par la suite, se faire à l'inverse, mais je suis un groupe néerlandais, je veux m'implanter en France, je pense que j'ai un super produit, mais je dois déjà faire un choix. Est-ce que je vais faire un établissement stable que tu nous as démontré et en tout cas tu nous as défini, ou est-ce que je dois créer une filiale? Oui. Et Antoine, on en discutait tous les deux pendant la pause, tu me disais qu'il y avait notamment le risque et on va en discuter ensemble que certains groupes néerlandais, certaines sociétés de temps en temps lancent leur activité et puis qu'à un moment donné, elles viennent te voir, mais tu vas nous en dire plus, pour régulariser un peu la situation. C'est déjà trop tard. Oui, c'est déjà trop tard. Ouais, alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus? Parce que c'est assez important et ça plaide évidemment, comme toujours, pour le temps long et la prise de recul avant une décision. Non, et la réciproque est vraie. Hein. Donc là, tu as l'exemple du Néerlandais qui vient en France, mais ça vaut exactement dans le sens inverse pour un Français qui part à l'étranger. Je t'ai pris tout à l'heure l'exemple du groupe étranger qui commence à vendre son produit avec quelques commerciaux sur une autre zone géographique et qui négocie des contrats. Eh bien, cette situation-là va être en fait créatrice d'un établissement stable assujetti à l'impôt des sociétés en France. Alors bien sûr, il faudra l'analyser. Et si c'est pas fait, si c'est-à-dire que ce groupe étranger ne l'a pas analysé et n'a pas fait les déclarations fiscales afférentes, eh bien l'administration fiscale a la possibilité de revenir 10 ans en arrière pour taxer justement à l'impôt sur les sociétés. Et en plus de ça, c'est ce qu'on appelle être en situation d'activité occulte. Eh bien l'administration là vraiment a aussi un gros arsenal parce qu'ils appliquent souvent aussi 80% de pénalité sur l'impôt redressé. Et ils peuvent donc je te laisse faire les calculs, mais les risques peuvent être colossaux. Je ne ferai pas de calcul en direct avec un expert comptable. De surcroît néerlandais, Antoine. Je tiens à mon intégrité intellectuelle. Mais je pense que tout le monde a compris que ça pouvait coûter très très cher. Exactement, ça peut coûter très très cher et souvent, malheureusement, dans la vie de tous les jours, au quotidien, les dirigeants étrangers que j'ai en ligne,
c'est vrai que souvent on est confronté à ce genre de situation où c'est déjà trop tard. En fait, on leur dit mais vous avez déjà un établissement stable et on régularise un certain nombre d'années, mais c'est déjà trop tard. Et oui, donc voilà, il faut vraiment être conscient de cela parce que c'est un gros risque qui pèse sur les groupes étrangers. Je pense que c'est d'autant plus important que tout le monde aura bien compris que dans les prochaines années, notamment dans les 2 prochaines années, la France va devoir financer à minima 600 milliards pour se régulariser son déficit, le service de la dette, le renouvellement de la dette. Donc évidemment, si vous n'êtes pas en régularité, en accord avec vos obligations fiscales en France, le risque désormais qu'on vous applique le maximum de pénalités est assez fort. Oui, voilà, c'est un risque potentiel, naturellement, mais le risque également, c'est pas uniquement le rattrapage du passé, c'est que cet établissement stable, quand le client va vouloir créer sa filiale en France parce qu'il s'est rendu compte qu'il a un peu plus de substance, qu'il a pas mal de salariés qui génèrent du chiffre d'affaires, il va vouloir créer une filiale. Et du coup, il va devoir transférer son activité, qui existe déjà en France, de son établissement stable à sa filiale. Et ce transfert d'activité donne lieu à une taxation du fonds de commerce, donc de la plus-value, en fait, transfert du fonds de commerce pour l'établissement stable et des droits de mutation pour la filiale qui vient d'être créée. Donc c'est vraiment un double coup de massue. C'est une situation dans laquelle il faut vraiment pas se trouver. Et c'est pourquoi il est très important de solliciter des professionnels locaux pour discuter de ce genre de situation bien en amont et pas mettre la charrue avant les bœufs comme tu l'as très bien dit. Et ça, c'est important. Et je pense qu'il y a un point qui est très fort dans ton cabinet, parce que si on était face à un dirigeant, il nous dirait « Ouais, mais vous savez, le quotidien, faut aller vite, j'ai pas le temps pour ça. » Je pense que ce qui est important aussi, et ce qui est bon à souligner, c'est que ton cabinet, c'est une équipe, tu vas nous en parler, mais pluridisciplinaire, bien organisée, avec un très très faible turnover. Tu as les moyens de réagir très vite. C'est-à-dire qu'un dirigeant qui aurait pris la décision stratégique de s'implanter en France, on va parler de l'inverse après, eh bien, tu es capable très rapidement de lui organiser une réunion de travail, de travailler avec lui intelligemment sur un business plan et de structurer cette opération-là aussi avec ton réseau d'avocats, de notaires et ton réseau global. Tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être sur ton équipe ? Oui, bien sûr. Tu le veux bien ? Voilà, bien sûr. Donc, au sein de notre structure, au sein de notre cabinet, on a une quinzaine au total. On a principalement une équipe composée, je dirais, de jeunes entre 25, 35, 40 ans, qui sont qui ont la tête bien pleine avec des masters ou qui sont en stage d'expertise comptable. C'est vrai que nous, sur le créneau sur lequel on est, l'international, il faut aller vite. Et il faut aller vite, mais ce sont des problématiques également un peu plus complexes. Donc nous on fait, je dirais, dans le métier de l'expertise comptable, il y a encore une grosse partie de la profession dont la majeure partie des honoraires sont la tenue comptable, la pure tenue comptable. Au cabinet, on est principalement axé sur le conseil, le conseil des dirigeants étrangers, envers les dirigeants étrangers, sur leur implantation ou leur développement sur le territoire français, en leur procurant des conseils divers et variés en matière de fiscalité, de comptabilité. Mais aussi, c'est ce que je dis à mes clients, en tant qu'expert comptable, je nous compare plus à des généralistes qui ont des connaissances approfondies sur un certain nombre de sujets, fiscaux, comptables, juridiques, sociaux, mais qui savent identifier les risques. Et quand ils identifient un risque, on travaille avec des spécialistes. Donc ça, je pense que c'est très important. Il faut être humble, il faut connaître son domaine de compétences et tout le monde y est gagnant. Ah oui, bien sûr. Après, c'est une manière de travailler auquel votre serviteur est très sensible puisqu'il a travaillé à l'étranger. C'est vrai qu'on retrouve plus ce mode de fonctionnement à l'étranger où l'accountant va avoir ce rôle-là. C'est un rôle plutôt aux honoraires, plutôt d'accompagnement et vraiment de bras droit du dirigeant. Les experts comptables français ont bien entendu ce rôle de bras droit du dirigeant, mais avec un fonctionnement de rémunération qui est un peu différent. Bien sûr. Et tu sais, je pense que l'expert comptable, souvent, il y a des experts comptables qui sont aussi chefs d'entreprise. Il y a aussi beaucoup d'experts comptables qui sont chefs d'entreprise et qui, du coup, aident d'autres chefs d'entreprise. L'expert comptable, c'est vraiment un pilier du dirigeant. Il a vraiment un rôle de facilitateur, simplificateur, accompagnateur. Et voilà, le fait d'être aussi chef d'entreprise, tu es confronté aux mêmes enjeux, problématiques de gestion du personnel, entrée-sortie, rentabilité, etc.
Et du coup, on arrive aussi à avoir cette crédibilité auprès des autres dirigeants. Ah, bien sûr, bien sûr. Et du coup, tu sais dans cette émission a la chance d'avoir comme auditrices et auditeurs des chefs d'entreprise qu'on salue. Le contexte économique en France est parfois un petit peu morose. On sent qu'il y a un petit ralentissement, des petites difficultés. Imaginons que moi je sois un chef d'entreprise français, que je vienne te voir avec l'ambition de me développer, pourquoi pas en Hollande, qui tourne plutôt bien, aux Pays-Bas. Comment pourrait se faire l'accompagnement et qu'est-ce que tu aurais envie de me donner comme conseil au moment de m'implanter conseil pratique, conseil technique, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à me donner ? C'est intéressant parce que souvent, moi j'ai exercé 8 ans à Amsterdam en audit et en conseil. Donc c'est vrai qu'on a vraiment cette double facette où on connaît vraiment bien les deux pays. Donc on est en mesure vraiment de faire la comparaison entre les deux pays et d'apporter une vraie valeur ajoutée et rapidement. Donc c'est ce que nos clients apprécient parce que rapidement on est en mesure de leur présenter les différences et de leur dire oui, aux Pays-Bas tu fais ça comme ça, mais en France c'est pas possible pour telle et telle raison. Mais aujourd'hui, quand on est sollicité par des groupes français qui s'implantent ou qui veulent justement se développer aux Pays-Bas, on les met en relation. On a un très gros réseau et on les met en relation avec des partenaires locaux qui, après, eux, les accompagnent pour leur implantation et leur développement sur le territoire néerlandais. Mais le conseil, ce sera exactement le même que je t'ai donné tout à l'heure. Prendre son temps, déjà. Pas faire les choses rapidement, parce que c'est vrai que souvent, les cas qu'on a rencontrés au cabinet, qui se sont cassés les dents, ce sont des clients qui ont mis la charrue avant les bœufs, qui sont partis, qui se croyaient trop beaux avec leurs produits, et puis au final, ça n'a pas marché. Des fois, ça marche, tant mieux, mais souvent, ça marche pas. Et puis, s'entourer des bonnes personnes, trouver les personnes adéquates aussi pour son équipe en interne. Ça, c'est très important. Il faut s'appuyer sur des partenaires locaux. Il faut s'appuyer sur des partenaires locaux. Oui, pour avoir une présence sur place, être capable peut-être aussi de régler des choses administratives et autres. Tu mentionnais au début de notre émission que jusqu'ici, il y avait un arbitrage qui était plutôt en faveur, ou en tout cas qui existait, un arbitrage en faveur plutôt de Londres et du Royaume-Uni lorsque les groupes néerlandais voulaient s'implanter plutôt que la France, et que tu avais senti... À l'inverse, maintenant, ils s'orientent beaucoup plus. Ouais. Et qu'est-ce qui a changé ? Parce que d'un point de vue économique, alors évidemment, c'est plus la même monnaie. Ça, j'imagine que c'est une des réponses. Mais qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un Hollandais, mis à part le fait qu'on a de beaux lacs et qu'on a du bon fromage et de la bonne charcuterie, mais qu'est-ce qui fait qu'il va avoir envie de venir plutôt en France plutôt qu'à Londres ? Qu'est-ce qui va changer les choses selon toi et qu'est-ce qui a entraîné ce virage ? Ouais. Alors, je pense que il y a eu une grosse incertitude après le Brexit, notamment on accompagne un gros groupe de transport néerlandais en France et eux ils ont vraiment clairement à l'époque eu l'intention de continuer en Angleterre, mais c'était une telle incertitude en matière administrative, ils savaient vraiment pas où est-ce qu'ils allaient naviguer, qu'ils ont finalement décidé de partir en France. Voilà, ça c'était vraiment l'exemple concret d'un client néerlandais qui, suite au Brexit, dans le transport, c'était très compliqué. Ouais, ils ont eu peur d'être obligés à chaque transfert, peut-être de changer l'administratif, de changer les dossiers. C'était très compliqué. Il y a une certaine lourdeur administrative qui a fait qu'au final, ils ont abandonné et puis ils sont partis sur la France. Après, te donner toutes les raisons de pourquoi les Néerlandais, il faudrait que je sollicite beaucoup plus mes clients. Mais c'est vrai que souvent, tu sais, les Hollandais sont très directs et on parle vraiment pas vraiment de stratégie, mais plus d'accompagnement local, quels sont les risques et les points d'attention. Ok, tu as eu le sentiment qu'il y avait un peu d'incertitude autour de l'administratif, et donc les Hollandais sont allés à l'essentiel. Ils nous le disent, tu vois, quand on a des rendez-vous, les premiers rendez-vous avec les prospects, on essaye de discuter de manière un petit peu plus large sur comment ils sont arrivés en France, etc. Et ils nous disent que ils ont tout simplement considéré aussi aller en Angleterre parfois, et pour des raisons X ou Y, ils ont décidé d'aller en France, principalement dû au Brexit. Donc ça favorise, oui, les investissements en France par les groupes néerlandais en tout cas.
Et alors on sait que c'est toujours les cultures, c'est toujours différent. Il y a toujours des points vraiment de vigilance et d'attention entre les différentes cultures. Mais du coup, selon toi, de ce que tu as déjà vécu, quel est le point qui irrite le plus les Néerlandais quand ils viennent lancer un business en France? C'est quoi le sujet où tu sens qu'ils sont très sensibles et presque ça les agace? Qu'est-ce qui... C'est vrai on est deux pays très proches, mais il y a vraiment de grandes différences culturelles. Je pense s'il les agace pas, c'est pas vraiment le terme agacer, mais il y a des différences qu'ils comprennent pas. Et notamment, je dirais, en matière de confiance dans les relations économiques. Un Néerlandais va beaucoup plus apporter sa confiance sur des critères comme le sérieux, la fiabilité. Je dis pas que c'est pas le cas pour les Français, mais aux Pays-Bas, c'est plus. Tu tiens ta parole, tu livres tes produits en temps et en heure, donc je te fais confiance. En France, on a plus tendance à remarquer que il y a des caractéristiques qui sont qui se rapprochent de l'émotionnel et de l'affect. C'est beaucoup plus personnel, ça met parfois un petit peu plus de temps à développer, ça passe par des repas, des réunions pour arriver à créer ce lien. Et aux Pays-Bas, pas vraiment, tu vois, ça c'est déjà deux grosses différences. Et un exemple que je pourrais te donner à ce niveau-là, si j'en ai un, ce serait par exemple le néerlandais qui va chaque année pour négocier, j'ai un gros client néerlandais qui va chaque année en France pour négocier sa commission sur vente. En France, voir le dirigeant de son partenaire commercial français, et pendant le repas, à table, ils discutent et ils négocient justement de cette commission. C'est quelque chose qu'aux Pays-Bas, on ne voit pas du tout, tu vois. Ça, c'est vraiment des différences culturelles qui sont intéressantes, des petites anecdotes. Donc ça c'en est une, je dirais, la confiance, la façon dont les Néerlandais apportent leur confiance par rapport aux Français. Bon, je dirais également en termes entre la France et les Pays-Bas, l'organisation interne. En France, on constate que tout est beaucoup plus hiérarchisé, centralisé. On le voit en interne dans les entreprises, également au niveau du pays. Aux Pays-Bas, tout est beaucoup plus décentralisé et les organisations sont beaucoup plus plates et horizontales. Le tutoiement est largement répandu en entreprise, entre les DG, les assistants comme les managers, et les décisions se font en équipe. Par exemple, qu'est-ce que j'avais récemment ? Oui, un dirigeant qui me dit « Antoine, je comprends pas, mon partenariat avec un client français n'avance pas. Pourtant, on s'était entendu sur tous les points, c'était parti. Et au final, il me dit « Oui, ça a mis du temps parce que j'étais pas rentré au bon niveau dans l'organigramme hiérarchique chez mon client. » Donc, il a dû tout reprendre. Tu vois, ça a repris 6 mois. Il est retourné en France et négocié avec la bonne personne. Et au final, ça s'est fait. Mais si tu le sais en amont, tu fais pas cette erreur. Eh oui, exactement. C'est vrai qu'on est un pays très hiérarchisé et ça commence par le fait que beaucoup de choses se décident aujourd'hui à Paris. Alors que dans d'autres pays comme l'Allemagne notamment, ou même comme tu dis les Pays-Bas, c'est des choses un peu plus décentralisées. Donc c'est vrai que c'est des points d'attention qui sont assez importants. La culture, c'est essentiel. Exactement. Et c'est vrai que ça peut générer des frustrations. Et le problème des frustrations, c'est que si on les conserve trop longtemps, ça finit par ressortir et c'est pas bon pour le business. Alors on approche tranquillement de la fin, Antoine. Est-ce que y a un point particulier que tu aimerais aborder dans cette émission, un point qu'on n'a pas dit, une anecdote particulière qui te semble importante, mis à part le fait qu'un bon Français pour faire du business, eh bien il faut que ça se fasse au cours d'un repas que nous allons avoir juste après, là où nos amis germaniques le sont un peu moins. Est-ce qu'il y a un point que tu aurais aimé aborder qu'on n'a pas abordé, une anecdote comme ça là, je pense qu'on a déjà abordé pas mal de sujets pendant cette interview, mais là j'ai pas de sujet comme ça qui viennent en tête, sauf si tu m'en trouves un là comme ça. Non, j'en ai pas comme ça. Non, on va passer un bonjour appuyé pour un restaurateur qui fait du très très bon travail dans la région et pour lequel on a plaisir à aller manger régulièrement. Allez manger, allez voir, allez soutenir l'épicerie chez Jib. Au passage, c'est ton frère, mais c'est pas parce que c'est ton frère, mais en tout cas, allez le voir. On mange super bien, on est accueillis comme il faut. La carte de vin et de chartreuse est à la hauteur en plus des plats. Donc allez voir ce monsieur chez Jib. C'est où exactement, Antoine ? À Bordeaux. Bordeaux, c'est l'ancienne épicerie Parpillon que tenait Marc et Daniel pendant un certain temps et que mon frère Jib a eu l'opportunité et la chance de reprendre.
Donc je salue également Marc et Daniel s'ils nous écoutent. Mais oui, j'encourage également tout le monde à aller faire un saut du côté de Bourdeaux pour goûter aux délicieux plats et à la bonne ambiance qui règne dans l'établissement. Et comme c'est un territoire qui est desservi par Radio Grand Lac, eh bien, nous validons la qualité de ce repas. Merci Antoine pour cet entretien. Merci d'être venu. Le meilleur de l'expertise pour un territoire régional. Et ça tombe bien puisque, en plus, on l'a à côté de chez nous. Si j'ai envie de venir te voir pour un rendez-vous, Antoine, pour une implantation à l'étranger ou simplement parce que je suis un Hollandais qui comprend le français, qui a écouté Radio Grand Lac et qui veut te rencontrer, où c'est que je dois aller, Antoine ? On est basé à Technolac. Juste en dessous du restaurant Supernova. Qui est également un super lieu pour se restaurer. Et c'est parfait. Allez, c'était Antoine Brunch et Fabien Giroux en direct de On passe à l'action. Fabien. À très vite sur les ondes de Radio Grand Lac 92.1. Au revoir. Radio Grand Lac. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.